redonne la parole. Merci de m'avoir invité. Puis je rends hommage aux personnes qui ont souhaité qu'il y ait une concertation nationale, puisqu'elle était nécessaire, alors qu'on s'imaginait qu'il n'y avait pas besoin de concertation nationale. Maintenant, on peut se demander si la prochaine étape, ça ne sera pas un débat véritablement de société, parce que je ne vois pas le débat de société si ce n'est marqué par des positions ou des postures idéologiques. Alors juste, j'ai noté quelques points au fur et à mesure de la discussion. D'abord, je rappelle une position de Durkheim qui disait la morale, c'est l'état d'esprit de la société à un moment donné. Ça, c'était en 1903. Alors, je me posais la question, en écoutant les uns et les autres, quel état d'esprit révèle nos débats? De quelles valeurs procèdent-elles? Quelles en sont les conséquences sur les principes de la vie démocratique, notamment en termes d'égalité et de solidarité? Si j'avais le temps, je développerais, mais notre position a surtout été mobilisée par les conséquences d'un certain nombre d'évolutions et de discours qui se libéralisent d'une certaine manière par rapport à des questions à fort enjeu, notamment pour les personnes vulnérables. D'autre part, je pense que vous avez voulu qu'on parle de la douleur alors que c'est de la souffrance qu'il est question aujourd'hui, avec toutes les ambivalences, puisqu'on parle d'une proposition de François Hollande qui parle d'une souffrance physique ou psychique insupportable. De toute façon, dans ce débat, à travers les différents moments du débat, c'est quand même le président de la République qui a organisé et orienté les questions, y compris pour la mission Sicard et puis pour le rapport du CCNE. C'est un point à prendre en considération sur la dimension politique du débat. Il est quand même important de rappeler, on a laïcisé la question de la souffrance, de la douleur, progressivement, on l'a médicalisée, on l'a politisée. Je ne sais pas quelle va être la prochaine étape. Moi, ce qui m'intéresse, comme le dit Jean Loenetti, c'est qu'on la socialise, que les gens s'approprient cette question et ne délèguent pas aux médecins tous les pouvoirs, ce qui va être dans le cas dans la proposition de loi. Également, juste une observation, dans la proposition de loi, donc Claes Leonetti, à la demande du patient d'éviter toute souffrance, on ne parle pas de douleur, toute souffrance, et de ne pas prolonger inutilement sa vie. D'ailleurs, la mise en relation entre souffrance et ne pas prolonger pourrait être discutée, mais on n'a pas de temps ici. Je rappelle également, et je vous incite à le lire, un texte de Paul Ricoeur qui dit « La souffrance n'est pas la douleur », c'est de la revue de psychiatrie de 92, et il dit « La souffrance a des affects ouverts sur la réflexivité ». Le langage, le rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport au sens, au questionnement. Je pense que quand on parle de la souffrance, on ne parle pas de la douleur, les approches ne sont pas les mêmes. En tous les cas, ce n'est pas une approche médicale ou législative. Deux points à prendre en considération. Je pense qu'on assiste aujourd'hui à une épreuve de catharsis sociale. Où sont nos responsabilités vis-à-vis de la personne en fin de vie, mais vis-à-vis aussi de la personne malade, au-delà de la personne en fin de vie. Et il y a une vraie responsabilité, et ce n'est pas en la déléguant à une loi, quelle que soit sa qualité, qu'on va répondre aux vraies questions de douleur existentielle ou de souffrance existentielle des personnes malades dans les maladies au long cours. On va avoir de plus en plus de maladies chroniques, de leurs proches. Bref, je pense qu'on saupoudre les questions, faute de vouloir aller au fond des questions de responsabilité individuelle et sociétale, notamment en termes de valeurs démocratiques, et c'est là qu'elles sont engagées. On nous en parle beaucoup dans le contexte actuel. Si on rajoute de la fragilité à la fragilité dans le contexte actuel, je vois les contextes et les conséquences que ça peut avoir. Juste encore quelques points. Je vous ai dit que je serais limité, c'est pour ça que je regarde ma petite note. Ce n'est pas une question uniquement politique. D'ailleurs, je m'interroge en quoi c'est une question politique. J'arrive à comprendre que le Parlement s'intéresse à ces questions. Mais je pense qu'il faut aussi délimiter le cadre de vos compétences ou de votre légitimité. C'est une question intime, c'est une question ultime, c'est une question qui renvoie à la spiritualité. Et je pense qu'on érige quand même, dans tout ce débat actuel, une certaine forme de modèle. Il y aurait un modèle du bien mourir selon la loi. C'est-à-dire, c'est dans la loi, c'est comme ça qu'il faut. Ça a l'air de rien, mais les conséquences sur le terrain, c'est dans le droit, c'est comme ça qu'il faut faire. Dans une société qui cherche des repères moraux, des repères en termes de valeurs, on pourra considérer que la loi de la République dit en quelque sorte ce qu'est le bon mourir. Et je passe rapidement sur ce qui m'a effaré dans cette discussion un petit peu générale. On meurt mal en France. D'abord, est-ce qu'on peut bien mourir? C'est une question, mais il n'y a pas que les lieux où on meurt mal en France. Uniquement, effectivement, on parle d'un côté bien particulier qui justifie notre mobilisation, qui n'est pas représentatif de la réalité. Alors, quels que soient les chiffres que l'on emploie, je trouve que ça serait beaucoup plus élégant de dire aussi comment on meurt bien. C'est-à-dire comment on meurt accompagné, comment on meurt dans des institutions qui, depuis, comme dans des EHPAD, développent des politiques dans ce domaine et sont fortement, sont peu fortement soutenues. Ouais, je passe assez rapidement. C'est là où je dis sédation par compassion. Je crois qu'on est vraiment aujourd'hui dans une logique de la compassion. Quelles sont nos responsabilités au regard de la souffrance de l'autre? Comment y en répondre? C'est tout le travail de Lévinas. C'est certainement pas la sédation, quelle que soit en quelque sorte la sédation, sa signification. J'arrive à la comprendre. N'imaginez pas que je m'érige comme ça en censeur. Mais je dis on ne va pas au fond des choses. La souffrance de l'autre appelle autre chose que de la sédation. Si c'est la sédation qui sera la réponse sociétale, je trouve qu'elle sera d'un faible niveau au moment où on nous dit qu'il faut nous mobiliser au niveau des valeurs de la société. Également, et j'ai quasiment terminé, pourquoi une loi exceptionnelle sur la fin de vie? On a la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades. On nous parle de droits des malades. Donc, je n'ai pas compris pourquoi on focalise la spécificité. Tout à l'heure, Jean-Claude Amezen disait que c'est la continuité du soin. Je ne vois pas en quoi une loi spécifique à la fin de vie n'a d'autre finalité, d'une certaine manière, que de nous pousser dans un espèce de discours très idéologique, alors qu'il aurait été
été beaucoup plus pondérant de mettre ça dans la globalité, d'ajouter à la loi du 4 mars un addendum, ou même dans la loi santé dont on va nous parler. Si les droits de la personne malade, je ne vois pas en quoi ils sont spécifiques en fin de vie, et si on veut véritablement qu'il y ait une implémentation, je pense que c'est une dimension à prendre en considération. Également, approche compassionnelle et médicale revenant d'une sorte d'application à la fin de vie du principe de précaution. Je ne veux pas le développer, mais on est dans le principe de précaution. La sédation, pour moi, renvoie souvent, dans tous les textes qu'on lit, sur le principe de... J'ai quasiment terminé. Je pourrais vous donner un texte, parce que je dis avec intérêt quelquefois tous les comptes rendus que vous faites de l'OPEP, et peut-être qu'il y aura besoin de développement, parce que ça paraît schématique. Qui veut-on apaiser? Voilà une question que je me pose, parce qu'on nous parle d'apaisement. Qui veut-on apaiser au fait? Souffrance réfractaire, souffrance existentielle, douleur réfractaire, il y a une confusion. Quand vous voyez les pays qui ont légiféré dans ce domaine, c'est justement la confusion qu'à un moment donné, ils ont faite entre la douleur réfractaire, la souffrance existentielle, et on arrive au modèle à la fois de Belgique, des Pays-Bas, voire au suicide médicalement assisté. Alors, je ne veux pas faire de peine à Jean Leonetti, mais c'est pour ça que votre proposition de loi devrait remporter l'unanimité, puisque vous dites absolument tout, et tout le monde y trouvera un bénéfice. Et je termine juste sur un point qui est, où il y a 2 points. Jean-Claude Ameisen a parlé de la vulnérabilité. Il y a un avis du CCNE, l'avis numéro 7. Plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. C'est la philosophie, c'était sur les états végétatifs persistants à l'époque. Et je dis, quelles sont nos responsabilités? La question que je pose au législateur, quelles sont nos responsabilités? C'est de nous éclairer, de nous donner un cadre. La loi Leonetti, c'était un cadre à penser, un cadre à discerner, un cadre à aller plus loin dans notre responsabilité. Donc, la médicalisation de la souffrance au point d'apporter une légitimité à l'acte compassionnel d'assistance médicalisée dans la mort, moi, ça m'interroge énormément, on pourrait développer. Et je termine donc sur ce point. Je crois que la question centrale aujourd'hui abordée, ce n'est pas uniquement la question de la douleur, ce n'est pas uniquement la question de la souffrance, c'est la question de la responsabilité vis-à-vis d'une sorcière, d'une personne en vulnérabilité qui vulnérabilise en termes de réponse. Nous n'avons pas de réponse dans toutes les circonstances. Et ce qui était génial dans la loi Leonetti, c'est que c'était aussi affirmé. On cherche le moins mal, et pas uniquement d'un point de vue philosophique, mais au niveau des bonnes pratiques. Et je rends hommage, et je termine là-dessus, aux professionnels qui, sur le terrain, heureusement, assument dans un contexte d'incertitude totale, un jour on nous parle d'euthanasie, de suicide médicalement assisté, de révision de la loi Netti, donc on a créé un espèce de flou général. Je suis encore très très reconnaissant à des professionnels qui arrivent encore à apporter du bon soin dans un contexte aussi aléatoire, et j'attends donc des parlementaires au niveau du débat qui nous rappellent quelles sont les valeurs de la démocratie auxquelles nous sommes tellement attachés. Ce n'est pas des questions d'éthique, c'est des questions de politique. Merci de votre attention. De votre intervention, c'est justement parce qu'il y a flou général qu'il convient de le préciser, et que nos collègues vont essayer de le faire, mais je laisserai accélérer.